Technologies de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais vous présenter cette formation intitulée Préparation à la certification CLD, Certified LabVIEW Developer, qui sera la première vidéo d'une série de 3 vidéos qui vont nous permettre de passer justement cette fameuse CLD. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, est une vidéo où on va présenter justement cette certification, on va présenter les modalités de cette certification, on va également présenter les bonnes pratiques et tout ce qu'il faut comme bagage pour pouvoir réussir cette certification. La deuxième vidéo, la vidéo suivante, ce sera Cauchemar en LabVIEW. C'est une vidéo un petit peu hors série où on va montrer un mauvais code en LabVIEW, où il y aura beaucoup de mauvaises pratiques. Et l'idée c'est quoi? C'est de permettre de voir les bonnes pratiques à travers les mauvaises pratiques. Et donc là, on va regarder justement tout ce qu'il ne faut pas faire en LabVIEW. Et ça va vous permettre de mieux comprendre les bonnes pratiques. Et enfin, la troisième vidéo, ce sera la partie applicatif. On prendra un sujet de la CLD et on le corrigera ensemble. Et là, on va utiliser toutes les bonnes pratiques pour vous permettre justement de les appliquer et vous permettre d'obtenir cette certification le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc c'est parti, on y va. Donc, la CLD, c'est une certification qui requiert et démontre plusieurs choses. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un exercice en LabVIEW. C'est un exercice qui est donné par l'entreprise NI. C'est d'ailleurs elle qui corrige, donc ce sont leurs ingénieurs. Donc je crois que c'est 2 ingénieurs NI qui vont corriger justement votre rendu et c'est eux qui vont vous décerner cette certification. Donc c'est un exercice en LabVIEW. À l'issue de cette certification, si vous l'obtenez, on va vous envoyer un mail vous autorisant officiellement à utiliser le badge qui est au-dessus de moi en signature, donc le badge développeur. Donc à quoi ça sert? Ça dit simplement que vous avez, c'est un peu une médaille, mais cette médaille sert en fait à dire que vous êtes CLD et donc que vous entrez dans la famille des personnes qui ont obtenu cette certification. Alors qu'est-ce que ça démontre et qu'est-ce que ça requiert? Bon, déjà, c'est quelque chose qui va démontrer votre bonne connaissance de l'environnement LabVIEW. Donc jusqu'à présent, on a travaillé ensemble pour pouvoir monter en puissance sur LabVIEW. Donc vous avez appris à utiliser l'environnement. Et donc cette certification est juste la continuité en fait des cours qu'on a réalisés jusqu'à présent. Ça permet également de démontrer votre capacité à résoudre des problèmes. Alors c'est logique. Là, par contre, il va falloir que vous vous entraîniez par vous-même. C'est bien d'avoir suivi les formations qu'on vous a dispensées. Maintenant, il faut que vous appliquiez. C'est très important, l'expérience. Et donc, que vous ayez justement ces capacités à résoudre des problèmes. Donc, le jour de la certification, on va vous donner justement un problème à résoudre. Donc, typiquement, ça peut être une machine à laver à gérer, ça peut être un four à micro-ondes, une machine à café, une climatisation. Ce sont des exercices en fait qu'on peut avoir en école d'ingénieur qui sont justement donnés dans le cadre de cette CLD et que vous devez résoudre sous LabVIEW. Donc on vous demande d'utiliser et de créer des codes modulaires, évolutifs et maintenables. C'est ce qu'on réalise jusqu'à présent dans cette formation. Et puis dans les techniques de l'ingénieur, on vous demande également de documenter vos codes. C'est très important de documenter les codes et comment les documenter. Donc on va vous donner justement, aujourd'hui on va faire un petit rappel de tout ce qui est nécessaire et comment il faut le faire. Et donc je vous invite à revoir les vidéos où vous voyez que on documente la plupart de nos codes et la manière dont nos codes sont documentés. Donc ce sont les bonnes pratiques en fait de développement. Et puis on va également démontrer en fait lors de cette certification qui a une durée de 4 heures la bonne vitesse de codage et de câblage. Donc on vous demande de résoudre justement un problème et de le résoudre à une certaine vitesse. Et puis ce problème, il va falloir le mettre au point, le tester et le débugger. Et donc c'est justement dans la durée de cet examen. La durée de validité de cette certification est de 3 ans. Donc il faut le savoir, à l'issue de cette certification, vous avez 3 années où vous êtes officiellement CLD. Et après ces 3 années, soit entre-temps vous êtes passé architecte et donc vous allez avoir d'autres modalités. Donc ces modalités, on les verra ensemble dans la vidéo de préparation au CLA, donc Certified LabVIEW Architect. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Soit vous êtes CLD, donc à ce moment-là, il va falloir vous recertifier. Donc il va falloir repasser justement l'épreuve de CLD pour prouver que vous avez toujours le niveau. Donc, comment passer justement cette CLD? Vous avez 2 manières de faire. Soit vous allez dans un centre agréé, donc vous contactez l'entreprise NI
Et donc, ils vont directement vous réorienter soit dans un centre agréé, soit directement chez eux à Paris. Soit vous le passez en ligne, donc c'est beaucoup plus souple. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que les ingénieurs TDF font. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe en remote. Vous pouvez fixer la date et l'heure justement de cette certification. Et donc, il vous faut un ordinateur, une pièce au calme, et vous allez pouvoir passer cette CLD en ligne. Donc, quand vous allez sur le site de National Instruments, donc ce que je vous ai mis en fait ici là en présentation, c'est justement la page CLD. Donc, si vous tapez Certified LabVIEW Developer LabVIEW, enfin sous Google, vous allez arriver directement sur la page NI, et sur cette page en fait, vous avez le texte CLD Exam Online ou on-site, donc vous choisissez vos modalités. Donc aujourd'hui, nous, on va parler justement de ce qu'on connaît. Donc on va parler du texte CLD Exam Online. Donc, alors l'organisation de l'examen, comment ça se passe? Vous allez fixer une date, donc vous pouvez fixer quand vous voulez, il n'y a pas de, c'est du 24-24 parce qu'en fait, comme l'entreprise est mondiale et que tout est en anglais, ils ont des zones avec des examinateurs et en fonction de l'heure où vous allez fixer votre CLD, vous allez avoir tel ou tel type d'examinateur. Je vous conseille de le passer en dehors des horaires de travail lorsque c'est calme. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour de vous. Il ne faut pas faut pas que vous soyez dérangé. Donc il vous faut une pièce privatisée. Vous pouvez être éliminé s'il y a du bruit dans votre pièce. Sachez que la webcam sera activée et donc il peut arriver que l'examinateur vous demande de prendre la webcam et de la tourner autour de vous pour prouver qu'il n'y a bien personne autour de vous. Donc c'est vraiment des conditions d'examen, hein. Vous avez la possibilité de lancer l'examen jusqu'à 30 minutes après le rendez-vous. Donc c'est assez souple. Donc si vous le fixez à midi, vous arrivez à midi et quart, vous pouvez lancer à midi et quart l'examen, ça pose aucun souci. Donc il vous faut un ordinateur avec une webcam, un micro, parce qu'ils veulent entendre le son autour de vous, et Internet, évidemment. Donc pour vérifier que tout fonctionne lorsque vous allez vous inscrire, il y a justement un petit module de pré-test pour vérifier que votre configuration est compatible et qu'il n'y aura pas de souci le jour de l'examen. Évidemment, pas de nourriture, pas de boisson. C'est une question de bon sens en fait, c'est un examen, donc vous passez un examen, donc l'examinateur, vous n'êtes pas dans la même pièce que lui, mais c'est exactement les mêmes conditions. Donc il vous est demandé de nettoyer entièrement votre bureau, de ne pas avoir de tableau où il y a des choses écrites dessus. Donc lorsque j'avais passé moi ma CLD, en fait j'avais un tableau derrière moi où on avait un projet et dessus étaient écrits certaines choses. Ils m'ont demandé de l'effacer avant de démarrer l'examen. Donc sachez que si vous avez des tableaux dans la pièce, ils vont vous demander de les effacer. L'examen se réalise sur un seul écran, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs écrans sur votre PC, ils vont vous demander de les débrancher. Ils vont vous demander également de faire le contrôle Alt-Supr pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres applications qui tournent derrière. Ils vont vraiment tout vérifier. Et s'il y a le moindre doute, vous pouvez être éliminé. Donc je vous conseille de vraiment être strict et de suivre correctement les instructions des instructeurs, tout simplement. Donc il y a évidemment une interdiction d'utiliser des ressources externes. C'est un examen, donc vous ne pouvez pas aller sur Internet, vous ne pouvez pas aller chercher des bouquins, des choses comme ça. Vous êtes face à votre ordinateur, vous avez le droit uniquement à la limite à une feuille vierge, et puis ça s'arrête là, quoi. Alors oui, vous êtes autorisé à utiliser les ressources qui sont uniquement sur l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, vous allez avoir la dernière version de LabVIEW qui sera installée. Vous allez y accéder en remote via votre navigateur web. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est très souple dans la manière de réaliser l'examen. C'est quand même pratique de pouvoir le réaliser dans votre bureau ou dans une pièce que vous avez privatisée vous-même. Et lorsque vous voulez le faire, donc vous n'avez pas besoin de prendre transport en commun, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Le problème, par contre, c'est que il me semble que tous les raccourcis qu'on a appris ne fonctionneront pas parce que vous êtes sous un navigateur. Donc, vous allez devoir tout faire à la souris et au clavier, bien évidemment, pour écrire. Mais vous ne pourrez pas utiliser les CTRL-I, CTRL-E, CTRL-H, tous ces contrôles qui sont CTRL-N, tous ces contrôles qui sont vraiment pratiques, malheureusement, vous ne pourrez pas les utiliser. Je vous conseille néanmoins de splitter votre écran en deux, puisque vous avez un seul écran, où vous voyez votre face avant et votre diagramme. De toute façon, la meilleure manière de s'entraîner, c'est de s'entraîner sur un seul écran, et vous voyez comment vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir réaliser cet examen. La durée de l'examen, évidemment, elle est de 4 heures. Un petit peu avant l'examinateur, alors attention, il coupe.
Donc un petit peu avant, genre 5 minutes avant, l'examinateur vous prévient. Je vous conseille à ce moment-là de bien vérifier que vous avez tout sauvegardé. Je vous conseille également de vérifier que vous n'avez pas de flèche brisée et de finaliser. Finalisez bien avant les 4 heures parce que c'est assez hard en fait. Il coupe et bah, ça peut être frustrant parce que si vous étiez en train de coder quelque chose et que vous aviez une flèche brisée, attention, ça peut être éliminatoire. Il faut que la CLD, elle consiste à réaliser un programme. Le programme doit être fonctionnel. S'il n'est pas fonctionnel, vous êtes éliminé. Donc faites très attention à ça, ça peut être piège. Alors, les critères d'évaluation, vous avez des points ou des pourcentages, à vous de voir comment vous voulez lire la chose. Il y a 3 critères principaux. Vous allez être noté sur les fonctionnalités, le style et la documentation. Donc les fonctionnalités, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez avoir un sujet, et le sujet, en fait, sur le sujet, ils vont vous dire, il faut que votre programme fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, il faut que ça affiche comme ça, il faut que lorsque vous appuyez sur tel bouton, il se passe ceci. Et bien là, vous allez avoir des points à chaque fois que vous réalisez les fonctions. Donc voilà. Et le style, alors le style, ça va être bah, comment vous allez coder, votre architecture, comment vous allez gérer justement votre projet, l'organisation de vos fichiers. Tout ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc, on va y revenir. Pour le style, j'ai toute une liste en fait qui a été réalisée. Donc, on va regarder vite fait les exigences. Et puis, vous avez la documentation. Donc, la documentation qui est quand même sur 10 points. C'est relativement facile d'obtenir tous les points en documentation. Il suffit simplement bah d'appliquer ce que je vais vous dire. En fait, pareil, j'ai fait une liste. Vous pouvez avoir les 10 points. On les a tous eus chez Technologie de France. Parce qu'après, lorsqu'on va vous rendre votre copie, on va vous dire où est-ce que vous aviez eu des points. Et donc, on a tous eu 10 points simplement en faisant la documentation. Donc, c'est des points qui sont donnés, quoi. Donc, vous avez déjà un quart de la note qui vous est donnée si vous appliquez, entre guillemets, bêtement, juste les instructions qu'on vous demande. Donc pour valider l'examen, il vous faut 28 points. Donc vous en avez déjà 10 qui peuvent être acquis très rapidement. Donc il faut aller chercher les 18 autres points. Donc ça représente 70%. Donc la correction, elle est dans un délai de 4 semaines, donc un mois. Donc là, vous allez recevoir un mail ils vont vous indiquer justement si vous l'avez ou pas, le nombre de points et en fait les détails de la correction. Donc c'est assez bien fait. Et donc vous avez même le nom de l'examinateur de chez ENI qui vous est fourni. Donc alors, les examinateurs, alors voilà, pour la documentation, en fait, ils vérifient les méthodes de documentation, pas le contenu. Pourquoi? Parce que chacun, en tant qu'ingénieur, on va documenter de manière totalement différente. Donc, c'est totalement abstrait de noter la documentation en soi. Donc, ils sont assez fair-play chez ENI. Ce qu'ils font, en fait, ils ne regardent pas le texte. Enfin, évidemment, il faut mettre un texte cohérent, mais vous n'êtes pas obligé de faire des textes à rallonge avec des explications. Vous n'êtes pas là pour faire, en fait, une rédaction. Donc là, le but de la documentation, c'est vraiment de montrer que vous maîtrisez les techniques de documentation. Donc être capable de documenter vos structures, être capable de faire le fameux contrôle-I, mais vous ne pourrez pas, donc paramètres, vous double-cliquez sur l'icône en haut à droite et vous n'oubliez pas de documenter également vos VI dans les propriétés. Les petits carrés de propriété, donc tout ça je vais vous le montrer après, et les fils, bah, documenter vos fils, et également les clusters avec les conventions de nommage, et rien qu'avec ça, bah, vous avez la totalité des points. Donc il faut que ce soit en fait, quand vous codiez, vous preniez ces habitudes-là. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau justement les vidéos de TDF sur les différents thèmes, les machines à état, les QMH, les FGV. Et voyez comment on a documenté justement au fur et à mesure qu'on code. Prenez ces habitudes-là et vous aurez la totalité de vos points tout simplement. Les fonctionnalités, donc chaque point correspond à une fonctionnalité demandée. Donc comme je vous l'ai dit, il suffit simplement vous avez un sujet avec différentes fonctionnalités. Tout est en anglais. Alors certains maîtrisent bien l'anglais, d'autres maîtrisent un petit peu moins. Donc prenez l'habitude de lire les sujets National Instrument, enfin NI, pardon. Il faut que je prenne l'habitude de dire NI puisqu'ils ont changé de nom. Donc prenez l'habitude justement de lire les sujets NI. Et donc pour cela, on a justement un pack. Donc on a mis à votre disposition un pack avec différents sujets types, tout en anglais, et donc prenez le temps pour vous entraîner, prenez le temps de les utiliser, et vous avez les corrections officielles NI, et on vous fournira également les corrections Technologie de France.
Le style, donc le style c'est quoi? Ça va être la clarté du code, ça va être le respect du flux, donc respecter un petit peu LabVIEW et la manière de coder, et les bonnes pratiques de programmation. Donc tout ça, on va revenir dessus, et également ces bonnes pratiques, tout au long des vidéos précédentes, vous avez justement ces bonnes pratiques de programmation. Donc je vous conseille de regarder à nouveau ces vidéos où justement je vous montre comment bien coder, coder proprement, qu'un code soit clair, soit facile à lire et soit agréable à l'œil. Et donc pareil, là vous aurez beaucoup de points. C'est très facile également d'aller chercher des points en style. Donc les objectifs et thèmes de l'examen. Alors les examens sont tous basés sur une application séquentielle. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être un four à micro-ondes, ça peut être une machine qui va nettoyer la voiture, les machines de lavage auto, ça peut être un distributeur de billets. Et donc comment ça marche? Ce sont toujours des programmes séquentiels. Et donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait nous, on a fait une formation où on vous expliquait ce que c'était que le séquentiel. On a fait très peu de parallélisme. On en a fait un petit peu avec le QMH. Mais globalement, ça va être toujours du séquentiel. Et donc, du coup, les ordres d'exécution, soit c'est configurable, soit ça va être depuis l'IHM. Alors, soit c'est configurable depuis l'IHM, soit ça va être configurable depuis un fichier. Et donc, comment ça se passe? Donc là, je reviens en arrière. Vous avez simplement votre face avant. Sur votre face avant, on va vous demander d'appliquer telle étape, telle étape, telle étape depuis un tableau. Et quand j'appuie sur Action, il va faire la première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc là, dans notre cas, il demande d'abord le step 2 pour un timing de 10 secondes. Ensuite, le step 3 pour un timing de 4 secondes. Puis la step 1 d'un timing de 6 secondes. Donc j'appuie sur Action. Step 2, step 3, step 1. Donc dans cet ordre-là. Donc il va falloir séquencer. Et il va falloir également avoir des notions de timing et de timer. Et donc on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Soit vous allez loader directement un CSV et donc de la même manière donc un fichier, soit un fichier CSV, donc ce sont les fichiers Excel, ce sont les fichiers tableurs donc, que vous pouvez ouvrir sous Excel mais également pas forcément, sous les OpenOffice, tous ces outils-là, soit un fichier INI. Donc à partir d'un fichier INI, vous allez directement donner les informations de départ. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça? Simplement, quand vous allez réaliser des machines industrielles, les coordonnées de vos moteurs, par exemple, doivent être dans un fichier INI. Les coordonnées de vos capteurs, les noms de vos capteurs, tout ce qui est en fait information statique doivent être inscrits dans des fichiers de configuration. On n'écrit jamais en dur dans une constante, dans un programme compilé, parce que le jour où vous changez vos moteurs, où vous changez les coordonnées des moteurs, vous êtes mort, quoi, tout simplement. Et donc du coup, on utilise comme bonne pratique toujours un fichier INI. Et donc du coup, la CLD va évaluer votre capacité à lire un fichier INI. Bonne nouvelle pour vous, on ne demande pas des choses compliquées, ce sont toujours des petits tableaux à importer directement depuis un CSV ou un petit fichier INI et à lire directement dans LabVIEW. Donc vous allez le faire un read, faire un write. Donc vous avez les vidéos FGV, la vidéo FGV fichier où justement on explique comment faire. Et puis par la suite, je vais vous montrer en fait, on a une série d'exercices de préparation et on vous a réalisé les corrections. Donc je vais vous expliquer ça par la suite. Donc vous inquiétez pas, tout ce qu'on voit là, on a ce qu'il faut pour pouvoir le préparer. Donc les objectifs et thèmes de l'examen toujours. Donc on a différents types d'architecture qu'on peut utiliser pour passer la CLD. Normalement, il y en a une troisième dans les présentations, mais je ne vais pas en parler parce qu'elle a les, elle a les défauts des deux, elle a les inconvénients des deux architectures et elle est relativement difficile à réaliser, donc je préfère pas vous la présenter. C'est entre une machine d'état et une QMH, en fait, on va utiliser une Q, mais c'est pas très pratique. Donc du coup, je vous la présente pas là, puisque l'objectif c'est d'être efficace et d'obtenir la CLD. Bien évidemment, les autres architectures vous seront présentées dans les prochaines vidéos de formation pour que vous puissiez monter en puissance. Donc, les deux architectures principales qu'il faut connaître et qu'il faut bien connaître, ce sont soit les machines d'état, soit les QMH. Alors, mes ingénieurs chez TDF ont une préférence pour la machine d'état parce qu'en fait, elle est facile à réaliser, c'est vrai. Le problème de la machine d'état, c'est que c'est un état à la fois. Alors, je m'explique. On est séquentiel, donc évidemment, on sera toujours un état à la fois. Le souci, c'est que si vous avez ce type d'architecture, enfin, ce type de demande où vous allez programmer à l'avance différents états, vous allez être un petit peu embêté. Donc il va falloir stocker dans une locale, dans un tableau de local, les différents états et passer par un état intermédiaire qui va lire au fur et à mesure le tableau et renvoyer vers les bons états. Donc vous avez une petite manipulation à réaliser, voilà, c'est ça. Solution, créer un état intermédiaire qui lit le tableau d'état en local et qui renvoie dans le bon état.
Bon, on peut faire comme ça. C'est un peu chiadé entre guillemets comme réponse, mais ça fonctionne très bien. Ou sinon, il y a, alors qui va demander un petit peu plus de technicité, mais la QMH. Donc vous avez une vidéo, vous avez des vidéos qui sont très bien réalisées sur les QMH et comment démonter une QMH, comment refabriquer une QMH. Là, on l'a vraiment démonté dans tous les sens et on l'a refabriqué dans tous les sens. Prenez le temps de regarder ces vidéos parce que ça peut vous aider à obtenir plus de technicité. Et en fait, l'avantage de la QMH, c'est que les solutions sont natives. Une fois que vous avez votre architecture en Queue Message Handler, vous allez pouvoir réaliser facilement votre séquençage parce que dans la QMH, vous pouvez stocker les états. C'est-à-dire, vous allez dire je veux cet état, cet état, cet état, cet état, et ils vont être appliqués les uns derrière les autres. Et donc ça, c'est très très pratique. L'autre avantage de la QMH, c'est que vous avez un producteur-consommateur. Et donc l'avantage du producteur-consommateur, c'est que l'un est indépendant de l'autre. Et donc vous risquez pas de friser en fait l'application. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que dans les objectifs et les thèmes de l'examen, un des objectifs, c'est que les événements doivent répondre à l'utilisateur en moins de 100 millisecondes. Donc quand vous avez un producteur et un consommateur, ça répond, c'est instantané le producteur. Vous ne dépendez pas en fait du consommateur. Bien évidemment, là on parle de petites machines d'état. Jamais vous ne surchargerez le programme et donc en théorie, ça doit répondre en moins de 100 millisecondes. Attention au pendant. Il faut un cadencement qui est essentiel en fait pour ne pas saturer le microprocesseur. Donc il faut cadencer vos boucles. Donc mettez un wait à 50 millisecondes ou un wait à 25 millisecondes. Pourquoi? Parce que LabVIEW, quand il applique une boucle while, il l'applique à fond les ballons. C'est-à-dire qu'il y va à la vitesse max. Et donc du coup, si vous avez une machine d'état qui ne s'arrête jamais, vous risquez de saturer vous allez consommer inutilement des ressources. Et donc attention, ça c'est évalué. Donc vous mettez la réponse, c'est simplement de mettre un wait 25 millisecondes ou 50 millisecondes à chaque état. Et à ce moment-là, l'état il va s'exécuter, il attendra un petit peu et ça permettra justement à votre ordinateur et à votre processeur et à votre système d'exploitation de ne pas être saturé parce que vous mangez trop de ressources. Donc vous avez également des accès en lecture ou écriture de fichiers, donc ça c'est possible. Alors l'examen que j'ai réalisé, c'était le premier examen en fait, c'est une ATM, donc comment dire, une machine de distribution de monnaie. Vous allez voir comment justement on peut lire et écrire dans un fichier. Donc vous avez également cet accès-là. Application à moins de 100 millisecondes, et puis évidemment toujours la gestion des erreurs. Alors on ne fait pas les autruches, on câble les erreurs et on gère les erreurs. Alors les erreurs, c'est vraiment notre meilleur ami, enfin nos meilleurs amis, et donc du coup on va voir les bonnes pratiques pour pouvoir gérer les erreurs. C'est pas compliqué, il ne faut pas en avoir peur, donc on va regarder ça ensemble. Donc un petit rappel de la machine d'état. Donc pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas comment dire, suivi l'ensemble de la formation. Donc une machine d'état, ce sont des états, donc vous avez un state, et donc à chaque état, on définit l'état suivant. Et donc souvent, une machine d'état, c'est simplement un IDLE, donc un état où on va attendre, où dedans on va mettre une structure d'événement. Lorsque vous allez appuyer sur des boutons en face avant, vous allez justement envoyer un événement, et donc cet événement va envoyer vers un état, et donc les états qui vont être propres à chaque bouton. Une machine d'état de base, donc ce qu'on peut appeler une forme canonique, un petit peu comme quand vous faites du C++, la forme canonique d'une classe, c'est un constructeur, un destructeur, enfin il y a différentes, la gestion de la mémoire, enfin différentes choses à réaliser en standard. Pour une machine d'état, la forme canonique, ce serait un IDLE, un initialize, une déclaration de variable, donc je vous invite à regarder à nouveau la vidéo sur les machines d'état pour voir cela. Un close, donc un exit, un état exit et un état error. Il faut vraiment qu'il y ait ces 5 états, c'est très important. Et donc chaque état a un but, et puis après à cela vous allez greffer justement vos propres états. Et donc une machine d'état modulaire, et donc maintenable, et donc du coup comme elle est modulaire, vous pouvez très facilement rajouter les états que vous souhaitez et connecter ça à la face avant que vous souhaitez tout simplement. Vous avez également le Queue Message Handler, donc la fameuse Queue Message Handler. Donc ce que vous voyez en fait à côté de moi, ce sont
Alors, on avait la machine d'état et le Queue Message Handler. Ce sont des codes qu'on a réalisés dans les formations. Donc, je n'ai fait que reprendre des captures d'écran des codes qu'on avait déjà réalisés ensemble. Donc, vous allez les reconnaître pour ceux qui ont suivi justement les vidéos. Et donc, le Queue Message Handler, c'est un producteur-consommateur. Donc, le producteur que vous voyez ici va simplement, c'est une machine d'état éclatée. Donc, vous allez avoir l'IDLE qui sera en haut, qui va lui envoyer des états, donc via justement la librairie de QMH, donc via une FIFO. Donc la FIFO, elle est dans une librairie qui a été proposée par National Instruments en standard. Donc là, vous allez écrire dans la FIFO, et ici, vous allez lire la FIFO dans le consommateur, et le consommateur, en fait, il va simplement attendre un message. Et donc, vous allez avoir le message, et dans le message, vous allez avoir le titre du message, donc c'est-à-dire l'état, et potentiellement, vous allez avoir une variable qui peut passer dans le tuyau parce qu'il peut être nécessaire de temps en temps de transmettre des données. Je vous invite également à regarder les 3 vidéos QMH, Queue Message Handler, où justement il y a une explication complète de cela et justement on éclate entièrement une QMH. Et donc l'explication de départ, c'est de dire qu'une QMH, c'est une machine d'état éclatée. Voilà. Donc la gestion des erreurs, comment ça marche? Bah écoutez, c'est comme d'habitude, il y a toujours un input, do, output. Donc l'input, on va toujours câbler une erreur à un case. S'il y a une erreur, vous ne ferez rien, vous passerez le code. Donc vous irez directement dans le do nothing. Et s'il y a quelque chose, enfin s'il n'y a pas d'erreur, en fait, s'il y a une erreur, vous ne faites rien. Donc vous passez et vous gérez votre erreur quand elle devra être gérée. Et s'il n'y a pas d'erreur, vous réalisez le process, donc vous réalisez le fameux do, tout simplement. Donc ça, c'est la première manière de gérer les erreurs. Et puis la deuxième manière de gérer les erreurs, c'est s'il y a une erreur, on quitte la boucle. Alors ça, c'est une possibilité que je vous propose justement sur une machine d'état. Il y a d'autres manières de faire, hein. Sur le QMH par exemple, si j'ai une erreur, je peux aller dans un état d'erreur et elle est gérée justement par un error manager. Donc il y a un error management en fait qui est réalisé. Donc là, dans ce que je vous propose en fait, c'est que s'il y a une erreur, je quitte la boucle. Donc pour information, pour rappel, l'erreur c'est un cluster, c'est une structure. Donc dans ce cluster, il y a un booléen et il y a un code d'erreur, donc un numérique, et il y a un descriptif de l'erreur qui est un string, donc des chaînes de caractères. L'opérateur OU est surchargé sous LabVIEW. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le câbler soit à des booléens, soit à une erreur. Et en fait, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va lire la partie du cluster qui est à vrai ou à faux. Est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Et donc à ce moment-là, on sort de la boucle. Et donc si on sort de la boucle, il est important d'afficher l'erreur, qui a un minimum d'erreur management. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, ça aurait été de faire un if, donc de recommencer un case. Et en fait, à chaque état, à la fin de l'état, on regarde s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, j'envoie à l'état error. Et s'il n'y a pas d'erreur, je continue ma boucle. C'est une autre manière de faire. On a choisi la manière que je vous montre à côté de moi, mais il y a plusieurs manières de faire. La documentation. Alors, très importante la documentation. Donc, vous avez différentes manières de documenter. Comme je vous l'ai dit, c'est des points, c'est vraiment gratuit parce que il suffit juste de montrer que vous maîtrisez les outils. Donc, ça veut dire quoi maîtriser les outils? Vous avez 4 manières de documenter votre code. Ces 4 manières, c'est étiqueter en fait les fils. Donc là, vous voyez par exemple le kit. Je l'ai étiqueté. La locale, je l'ai étiqueté. Et donc, si on revient en arrière, là, vous avez la locale qui est étiquetée. Et là, vous avez le kit qui est étiqueté. Vous voyez? Classique. Vous avez également les infobulles. Alors les infobulles, si je reviens en arrière, je vais vous montrer les infobulles. Est-ce que j'en ai ici? Vous en avez là. Alors moi, ce que j'aurais aimé, c'était des infobulles qui aillent pointer directement vers des morceaux de code. Est-ce que j'en ai... non, c'est pas les bonnes captures. Ah vous en avez là. Là, vous avez par exemple un infobulle qui, voilà, vous double-cliquez sur le diagramme, vous écrivez ce que vous voulez et puis vous pouvez également le flécher. Là, c'était vraiment pour avoir un code complet. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, là, ces infobulles-là, lors de la CLD. Vous risquez de ne pas avoir le temps. Donc, si vous avez le temps, je vous conseille de le faire. Sinon, vous aurez tous vos points dans tous les cas. Ne perdez pas votre temps à faire cela. Ça, c'est plus si vous travaillez pour un client. Prenez le temps de lui faire une petite documentation de cette manière-là. Ça fonctionne très très bien. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir un maximum de documentation. Ça montre que votre travail il est soigné.
Donc là, aujourd'hui, on prépare la CLD, mais le but, c'est que vous soigniez globalement votre travail pour que vous réalisiez du code qui soit apprécié. Vous avez également les icônes et documentation des VI. Alors là, ah, il y a une erreur. C'est l'inverse. C'est commentaire dans le diagramme et icône. Donc commentaire dans le diagramme, en fait, c'est ici. Donc vous allez, par exemple, vos structures, vous allez les documenter. Bah là, je vous montre. Vous documentez ici. Donc c'est toujours un clic droit et ajouter les commentaires. Là, vous voyez, partout c'est documenté. Donc là, je le documente de cette manière-là. Voilà. Donc pas d'inquiétude. Bon, j'ai inversé les deux dans les images. Et vous avez également, bah, enfin, les icônes et documentation des VI. Donc ça, c'est quoi? C'est bah, dans l'aide contextuelle. Donc c'est le fameux contrôle-I, mais attention, vous n'aurez pas accès au CLD visiblement si vous êtes online au raccourci. Et donc du coup, vous double-cliquez sur l'icône, vous allez dans Propriétés. Et dans Propriétés, bah, vous n'oubliez pas de mettre de la documentation. Et donc là, je l'avais mis volontairement. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Il me semblait l'avoir mis dans la présentation. Non. Ok. Bon, bah, il n'y est pas. Ok, bon, vous avez justement, c'est important quand on fait CTRL H et qu'on passe sur comment dire, le VI, vous allez avoir la documentation. Et donc là, bon, là, ce sont les exercices de CLD. Donc on va y revenir parce qu'il y a des exercices de préparation à la CLD qui vous ont été gracieusement mis à disposition sur le GitHub de l'entreprise. Donc là, je vous expliquerai ça par la suite pour que vous puissiez convenablement préparer votre CLD. Donc là, vous avez une capture d'écran en fait du CLD où vous voyez justement un commentaire. Il n'est pas nécessaire de faire des commentaires trop longs. Vous allez avoir 4 heures, ça passe très très vite. Donc là, CLD par exemple, si vous avez une machine à laver, vous tapez washing machine main menu. Enfin main VI. Voilà, vous tapez très rapidement. De toute façon, dans l'exercice d'application, je vous montrerai. Vous allez voir qu'on a été très, comment dire, très succinct. Il ne faut pas être trop long parce que vous pouvez perdre du temps. Et attention, il y a 10 points. C'est un quart de la note, mais c'est que un quart de la note. Il faut aller chercher les points ailleurs. Le style. Alors, le style, comment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le style? Dans le style, vous allez avoir, par exemple, l'organisation des fichiers dans les projets. Dans le projet qui doit être cohérent et lisible. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je regarde justement votre projet, je dois voir que le main, il est tout en haut. Les sous-VI, si vous faites des sous-VI, sont dans un répertoire sous-VI. Les contrôles sont dans un répertoire contrôleur. Exactement comme quand vous générez une architecture QMH ou une architecture de machine d'état, state machine, vous avez une organisation de fichiers dès le départ. Ben là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait dans votre répertoire comment dire, là où vous avez fait votre exercice, que les fichiers soient organisés correctement, les contrôleurs, les contrôles soient dans un répertoire, les VI, les sous-VI dans un répertoire, le VI main dans un répertoire, la documentation dans un répertoire. Là, dans le cadre de la CLD, il n'est pas nécessaire de générer, enfin, si vous avez le temps, générer la documentation. Donc, il y a une des vidéos où je vous explique comment on fait pour générer la documentation automatiquement. Et à ce moment-là, cette documentation, vous pouvez directement la mettre dans le répertoire documentation. Mais en gros, c'est une question de bon sens. Il faut organiser convenablement les fichiers. Également dans votre projet, supprimez les répertoires virtuels et mettez comment dire, des répertoires qui se remplissent automatiquement. Pourquoi? Parce que là, vous aurez l'organisation exacte de ce que vous avez dans vos fichiers sous Windows et ça vous permet de voir si tout est bien organisé, tout est propre. Voilà. Restez dans le répertoire examen. Donc, lors de l'examen, on va vous dire, vous allez avoir sur le desktop, vous avez desktop sur le bureau, vous avez un fichier. Double-cliquez dans ce répertoire et c'est dans ce répertoire qu'il faut faire l'exercice. Restez dans ce répertoire, c'est très important, n'allez pas ailleurs. Puisqu'en fait, après, ils vont récupérer ce répertoire-là et ils vont vous le corriger directement. Il vous faut une convention de nommage des fichiers. Donc là, c'est pareil. Pour les contrôleurs, vous faites un CTRL underscore et vous mettez les noms que vous voulez. Pour les sous-VI, vous pouvez faire sub-VI underscore et vous mettez le nom du sub-VI. Et pour les threads, vous avez un répertoire thread, bah, vous mettez thread underscore et là, vous mettez les noms. Normalement, vous n'avez pas le temps de faire des threads. Si vous faites une QMH, vous allez faire le QMH la plus simple possible, c'est-à-dire un producteur, un consommateur, donc il n'y aura pas de thread. Et si vous faites une machine d'état, il n'y a pas de thread, ça se passe sur une seule
comment dire, sur une seule structure. On respecte le flux. Bien évidemment, il n'y a pas de variable globale, il n'y a pas de variable locale. On les a volontairement zappés parce que ça ne respecte pas le flux et que vous avez un outil qui est l'AFGV, qui est un outil très efficace si vous avez besoin de variables globales. Pour la locale, pour les variables locales, vous avez vos données qui sont organisées dans une locale et donc il n'est pas nécessaire de faire un bouton droit local. C'est pas bien vu par les examinateurs. C'est possible de le faire sous LabVIEW, mais c'est à ne pas faire. Voilà, ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Définir des typedef pour les clusters et les énumérateurs. Alors évidemment, quand vous organisez vos données, il faut réaliser des typedef, c'est très important. N'oubliez pas de réaliser les icônes et n'oubliez pas de commenter le typedef dans la propriété de votre typedef. Mettez simplement commande... je sais pas moi, commande UI, commande machin, commande ceci, juste une phrase, mais commentez. C'est très important parce que ça fait partie de la note. Il regarde également les commentaires des typedef. Alors, il faut être cartésien dans les états. Donc, ce que je vous ai dit, la fameuse forme canonique, il faut des états simples. C'est-à-dire que dans un premier temps, il vous faut une déclaration, initialiser votre machine d'état, donc un état d'initialize, un état d'error, un état de display et un état d'exit. Donc ça, c'est très important. Tout est en anglais, donc c'est pour ça que je vous ai écrit ça en Declaration, Initialize, Error, Display, Exit State. Ce n'est pas en français, la CLD est en anglais et la CLA est également en anglais, donc tout est en anglais. Donc pas de français, faites très attention à ça. Normalement, National Instruments accepte le français, mais vous n'allez pas faciliter la tâche de l'examinateur et donc il sera moins sympathique. Si vous voulez que ce soit facile, allez au plus simple pour que ce soit facile pour l'examinateur. Plus ce sera du caviar pour lui, plus il va vous adorer, moins il sera vache avec vous et plus il vous donnera de poids. Bon, c'est juste du bon sens, quoi. Donc votre nomenclature des états simples est facile à comprendre, donc vous mettez des noms simples, initialize, declaration, error, et puis ensuite vous allez avoir des noms, je sais pas moi, withdraw, par exemple si je dois retirer de l'argent, deposit si je dois déposer, enfin vous voyez, vous avez des noms, mettez des noms simples, mettez pas des trucs à rallonge, on va se perdre. Et puis de toute façon, au pire des cas, si vous adorez argumenter, vous vous mettez en commentaire justement dans la structure, vous écrivez et l'explication, elle est là directement. Et donc vous faites une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez d'un côté améliorer votre style et puis de l'autre, vous allez mettre des commentaires, donc vous allez également prendre des points de commentaire. Et évidemment, on ne croise pas les fils. Alors, là, je vous ai donné une liste succincte, c'est un résumé des bonnes pratiques. Je vais également vous présenter le document officiel de National Instruments que vous pouvez regarder et qui est également mis à disposition sous le GitHub. Donc sur le GitHub, donc c'est le document d'évaluation de National Instruments, donc les règles d'évaluation. Le document fait 13 pages. Là, j'ai vraiment fait un condensé. Et puis, ce condensé-là, en fait, est également un résumé de ce qu'on a réalisé sur les vidéos précédentes. Donc, je vous invite à regarder les vidéos précédentes où vous avez vraiment toutes ces informations de style au fur et à mesure. Donc, on tient également sur un écran maximum. Les codes ne doivent pas dépasser un écran. Si nécessaire, on doit réaliser des sous-VI. Lorsqu'on a des fonctions qui se répètent, on réalise un sous-VI et on utilise ce sous-VI. C'est très, très important. Vous êtes séquentiel, donc dans le mode de gestion de la mémoire, on s'en fiche entre guillemets si c'est une gestion partagée ou si c'est une gestion par copie. Ne jouez pas avec ça, ne perdez pas votre temps. Créez votre sous-VI et contentez-vous de faire cela. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la vidéo FGV, j'explique ce que c'est qu'une variable statique, une variable dynamique et une variable statique, dynamique et automatique. Voilà. Donc j'explique tout ça. Donc ça, vous le verrez si vous regardez FGV présentation. Là, vous comprendrez ce que je dis là actuellement. On tient sur un écran, ça c'est OK. On fait disparaître les itérateurs des boucles non nécessaires. Donc bouton droit sur la boucle. Et si vous n'avez pas besoin de l'itérateur, vous faites disparaître l'itérateur. De la même manière, pour les structures d'event, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître les nœuds de propriété. Gagnez de la place, montrez de la clarté sur vos codes. Donc à ce moment-là, faites un bouton droit et faites disparaître justement les nœuds de propriété. Ça fait partie des bonnes pratiques. Et également parmi les bonnes pratiques, lorsque vous utilisez un cluster, utilisez-le, décomposez-le en nom et composez-le en nom, puisqu'en fait ça fait du commentaire. Et lorsque vous allez nommer correctement justement vos commandes et vos indicateurs, le fait de nommer correctement, ça va faire du commentaire en fait.
sur votre code, ça rajoute également du commentaire et ça rajoute quelque chose d'agréable à lire et de facile à lire. Donc le timer, alors la manière de timer, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez le VI Express. Je vous en ai pas parlé dans les vidéos précédentes parce que je ne suis pas très fan du VI Express. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc par défaut, j'aime pas, quand je maîtrise pas ce qui se passe à l'intérieur, j'aime pas. Néanmoins, il est très pratique à utiliser. Donc si vous aimez le VI Express, utilisez-le, il n'y a pas de souci. Il y a dans la liste des exercices que vous avez à la fin de cette vidéo et des exercices qu'on vous a partagés, on a réalisé des corrections avec les VI Express et on vous a montré comment les utiliser. Donc vous pouvez les utiliser si ça vous plaît. Si vous souhaitez, entraînez-vous à faire la FGV, privilégiez la FGV dans la locale, donc avec une locale. Donc là, vous voyez, c'est le fameux timer, donc dans les vidéos FGV. Elle peut se réaliser, franchement, si vous savez la faire en vous entraînant, allez, en 5-10 minutes, montre en main, vous savez faire la FGV. Et ça, c'est pratique parce qu'en fait, cette FGV, elle sait faire une pause. Cette FGV, elle sait faire comment dire, vous avez le compte à rebours, vous avez la pause, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir, justement, dans vos séquences, lire la FGV. Et quand c'est nécessaire, pause, unpause, et puis lancer l'état suivant. Donc vous avez besoin d'une FGV, c'est très important. Et puis j'affiche dans cette FGV les minutes et les secondes. Et ça également, c'est très important. Ne vous faites pas piéger. Sachez que quand j'avais passé la CLD à l'époque, j'aurais pu la louper, sincèrement, parce que j'avais pas pris le temps de regarder le time et de faire la traduction entre minutes et secondes. Et donc là, il faut faire une division euclidienne. Donc là, il y a l'explication dans le timer. Et ça m'a marqué parce que là, j'ai une petite goutte de sueur parce que j'ai dû improviser très directement. Directement le jour de l'épreuve. Et croyez-moi, il ne faut pas improviser le jour d'une épreuve. Donc, je l'ai eu. Mais j'aurais pu le louper, sincèrement, parce que j'aurais pu louper la fonctionnalité de timer. Parce que ça n'était pas maîtrisé à l'époque. Et donc, ce que je vous dis là, donc du coup, prenez le temps de maîtriser le timer. C'est très très important parce que vous aurez affaire au timer. Normalement, si vous maîtrisez toutes ces étapes, les 4 heures, ça devrait être tranquille. Sincèrement, ça devrait être tranquille. Là, comme vous voyez, il y a également le commentaire. Là, je vous ai mis l'aide contextuelle. Donc, c'était la slide que je cherchais tout à l'heure. En fait, elle était là. Le fait d'avoir une aide contextuelle, c'est très important dans la documentation. Donc là, vous voyez, j'ai la documentation ici. J'ai la documentation là. J'ai également la documentation sur les fils. Donc j'ai tous les types de documentation. Et puis, on peut dire que c'est également une forme de documentation. La documentation sur les clusters. Donc lorsqu'on va justement assembler ou désassembler par nom, c'est bien de documenter. Donc là, vous avez une version standard de la FGV. Donc je vous invite à regarder les vidéos pour pouvoir voir comment je l'ai fabriqué. Et également, je vous ai partagé les codes donc, pour que vous puissiez à votre tour réaliser vos propres FGV. Les exercices de préparation et de correction. Alors, National Instruments vous propose dans leur propre. Alors, je vous ai partagé en fait les sample exam et là-dedans vous avez le CLD Sample Exam English. Donc ça, c'est donc sur le GitHub. Ou sur le site de National Instruments, vous avez également, on a juste recopié, mais on vous met tout à disposition dans la même zone. Vous avez justement tous ces exercices-là. Donc vous avez tous les sujets et les corrections proposées par National Instruments. Et nous, en fait, ce qu'on vous a proposé également, et vous avez le document de préparation que je vais vous montrer. On vous a également proposé les corrections TDF, qu'on va d'ailleurs également soumettre à ENI parce qu'elles ont été remises au goût du jour. Les corrections ENI datent de 2012, les corrections TDF datent de cette semaine. Donc on a réalisé volontairement alors attendez, hop, on vous a réalisé volontairement ces exercices et on vous a également réalisé un résumé qui est ici. Donc vous avez le résumé et vous allez voir justement tous les les différents thèmes et les différents résumés. Et donc là, vous allez voir que vous avez le time avec les pauses, avec la FGV, les event structures, lire et écrire un fichier, donc pour les CSV, pour les INI, donc comment on fait. Donc là, vous avez une manière de faire et qui est propre. Et à chaque fois, on a volontairement pris le temps de mettre des commentaires, on a volontairement mis le temps de coder de manière claire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va les soumettre à National Instruments pour voir s'ils peuvent accepter ce type de correction. Tout est en anglais parce qu'on va le soumettre à ENI, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait ça en français.
Donc vous avez les timers, les times avec les QMH, vous avez les times avec l'Express, donc soit avec le FGV, soit avec l'Express Time. Donc on a les deux manières de faire, aucun souci. Vous avez comment on fait pour lire un CSV et l'injecter dans un cluster. Donc ça vous permet de faire des conversions, c'est très très important. Dans le style, évitez les points de coercition, c'est-à-dire les points rouges quand vous allez justement convertissez vous-même, donc maîtrisez la conversion également, c'est une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pour les styles, ça aussi c'est très important. Évitez les petits points rouges au maximum. Donc vous avez, pour en revenir aux exercices, vous avez les CSV, clusters, enfin vous avez différentes choses. Et puis les deux derniers exercices, ce sont des exercices intéressants parce que c'est des exercices qui ressemblent beaucoup à des exercices CLD, donc on va presque y arriver. Donc vous avez la peanut machine, donc c'est une machine à cacahuètes, je crois, c'est pour mettre des cacahuètes dans un bol. Pourquoi pas. Et vous avez un autre exercice qui est le PAD management. Donc vous avez en fait vous avez comment dire une face avant avec des numériques, et en fait c'est comment on fait pour manager, et en fait c'est typiquement l'exercice de la calculatrice. La calculatrice en fait c'est un PAD management, donc sauf que la calculatrice on fait en plus des opérations. Là c'est juste si j'appuie, il va se passer, si j'appuie sur un bouton, je vais simplement faire le management. Donc l'exercice de la calculatrice est beaucoup plus complet, mais regardez, prenez le temps de regarder tous ces exercices. Je vous ai mis également l'adresse GitHub, elle est en descriptif de la vidéo. Donc Technologie de France, vous tapez formation, vous tapez Technologie de France. Dans Technologie de France, vous avez des répertoires et vous pouvez directement regarder cela. Donc à l'heure où je vous parle, ce GitHub n'est pas encore à jour. Donc vous allez voir que derrière moi, il y a des choses qui n'ont pas été encore activées. Mais normalement, elles seront activées quand vous jetterez un œil. Et donc vous avez l'ensemble des répertoires avec l'ensemble des codes sources de toutes les vidéos, donc tout ce qui a été réalisé. Et je vais vous partager, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, également un répertoire où vous avez l'ensemble des vidéos et vous avez toutes les présentations et tout ce qu'il vous faut. Enfin, tout est partagé volontairement pour que vous puissiez préparer correctement cette CLD. Vous avez également alors, ce qu'on a résumé aujourd'hui, en fait, avec l'ensemble des vidéos, c'est un résumé de ce document qui est le Certified LabVIEW Developer Certification en Exam Overview. Donc là-dedans, c'est un document de 13 pages en anglais détaillé qui explique justement tout ce qu'on a dit en fait. Vous avez les différents topics de notation. Donc ça a été dit en fait dans le PowerPoint, donc vous inquiétez pas. Il n'y a rien de neuf entre guillemets sous le soleil. Vous avez peut-être un petit peu plus de détails dans ces 13 pages. Il est possible que certaines parties n'ont pas été évoquées dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous invite également à regarder ce document. Il est très intéressant, de le regarder, quoi. Vous avez différentes informations. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour en fait de l'ensemble de cette première partie en fait de préparation à la CLD. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.